Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce moment de réflexion et d'échange sur la problématique de l'éducation en Afrique. Nous savons tous que l'éducation est un levier essentiel pour le développement et un continent comme le nôtre, donc l'Afrique, ne saurait se développer sans une éducation de qualité. L'accès à l'éducation pour tous est devenu vraiment difficile dans certaines zones en Afrique et pour en parler avec nous aujourd'hui sur ce plateau, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Samuel Dembélé. Bonjour Monsieur Dembélé. Bonjour. Voilà, vous êtes donc le président du conseil ANCEFA, c'est bien cela? Le conseil d'administration. Exactement. De ANCEFA, le réseau de campagne sur l'éducation pour tous. Exactement. À côté de vous, j'ai l'honneur aussi d'accueillir Madame Solange Akpo. Vous êtes la responsable renforcement capacité ANCEFA. C'est cela. Bonjour. Merci d'être parmi nous. À ma gauche, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Mohamedou Ongoïba. C'est bien cela? Oui, c'est voilà, vous êtes donc le coordonnateur national Coalition Éducation pour tous du Mali. Absolument. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Et bienvenue également à Monsieur Ilyas Al-Husseini. Vous êtes le secrétaire général à SOEPT du Niger. Oui, c'est bien sûr ça. Oui. Je suis Ilyas Al-Husseini de la coalition nigérienne à SOEPT. Alors, bienvenue à tous sur ce plateau pour parler de la problématique de l'éducation en Afrique. Le Sénégal, je rappelle, donc a abrité les 1er et 2 février 2018 la 3e conférence de reconstitution des fonds donc relatifs au partenariat mondial pour l'éducation. Les acteurs du secteur sont donc venus de divers horizons pour prendre part à cet important sommet international. L'objectif étant de trouver ensemble les stratégies à mettre en place pour atteindre l'objectif de développement durable 4 qui s'intéresse ici alors à l'éducation pour tous à l'horizon 2030. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce reportage de Maïmounassi. 200 délégués ont participé à la journée de la société civile en prélude à la 3e conférence mondiale de reconstitution des ressources pour le financement de l'éducation. Une rencontre internationale co-organisée par l'ANCEFA, la COSEDEP et la campagne mondiale pour l'éducation en vue d'intensifier le plaidoyer pour un meilleur financement. En 2015, les États ont défini au niveau international et approuvé un nouvel objectif de développement durable pour l'éducation, une éducation inclusive, équitable, de qualité pour tous. Donc nous sommes ici puisque le partenariat mondial pour l'éducation joue un rôle important pour un certain nombre de pays en apportant un financement supplémentaire. Donc nous sommes là pour pousser les États à faire des engagements à la hauteur de ce que le partenariat attend, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 3 milliards. Et pour cela, les États sont plus qu'interpellés malgré les efforts consentis jusque-là dans les budgets alloués à l'éducation. Il y aura de la part des États africains beaucoup d'efforts à faire pour mobiliser un financement au plan national. l'ANCEFA pense que l'Afrique doit financer l'éducation de ses propres enfants et ne dépendre de personne pour le faire. l'ANCEFA appelle à ce que l'Afrique finance l'Afrique. Qu'il est crucial que les États aujourd'hui s'engagent et nous sommes venus pour dire que nous poussions à ces engagements, mais nous sommes venus aussi dire qu'au niveau mondial, au niveau régional et au niveau national, nous allons suivre de très près et pousser les États à respecter leurs engagements. Au sortir de cette rencontre internationale, il est attendu un engagement plus soutenu de la société civile africaine pour pousser les dirigeants à respecter leurs promesses. Les recommandations issues des travaux devraient également faciliter la synergie de tous les acteurs de l'éducation pour un financement juste et équitable de ce secteur. Voilà donc, merci à Maïmounassi pour ce reportage et je vais tout de suite démarrer avec vous, Monsieur Samuel Dembélé. Donc globalement, Monsieur Dembélé, quelle est l'analyse qu'on peut faire sur la situation de l'éducation en Afrique? Il faut dire que, merci en tout cas pour la question, il faut dire que la situation de l'éducation en Afrique est très critique de façon globale actuellement. Malgré tous les efforts qui sont fournis, malgré le peu que les gens
arrive à pouvoir mobiliser pour financer l'éducation, nous sommes encore à la traîne par rapport au reste du monde. Cela en raison de plusieurs facteurs que nous connaissons. Nous n'avons pas démarré au même moment que les autres. Et nous avons aussi un environnement social, un environnement culturel, et bien d'autres facteurs qui pèsent sur une avancée notable dans le domaine de l'éducation. Et pour cette raison, nous pensons qu'il est temps que nous aussi, nous puissions repenser notre façon de faire pour relever le défi de cette éducation-là, qui est, comme nous le pensons toujours, le poumon de tout effort de développement et de progrès. Tout à fait. Monsieur Ongoïba, on parle aujourd'hui de milliers d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation en Afrique, mais qui sont réellement ces enfants? Ces enfants, en général, merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. Ces enfants, en général, sont issus de communautés, soit de communautés pauvres, issus des zones assujetties à des conflits armés. Ces enfants, c'est des enfants souvent de la rue, des enfants souvent issus aussi des communautés à faible densité scolarisable. C'est aussi souvent des enfants qui sont issus de communautés nomades. Parce qu'on remarque en général que c'est des enfants qui n'ont pas bénéficié des réponses adéquates par rapport à leurs demandes sociales, compte tenu de leurs spécificités. Vous voyez des populations qui se déplacent annuellement et de façon périodique à la recherche de subsistance, soit pour les animaux ou pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, excusez-moi. Il n'y a pas eu d'alternative éducative pour répondre aux besoins spécifiques des enfants issus de telles communautés. Des enfants souvent marginalisés ou des enfants ayant dépassé l'âge normal d'aller dans nos écoles classiques ou des enfants qui ont été déscolarisés précocement. Voilà un certain nombre de raisons qui expliquent bon nombre d'enfants qui sont hors du système scolaire dans nos différents pays. Madame Akpo, donc Monsieur Ongoïba vient de parler de la déscolarisation. Monsieur Dembélé a parlé tout à l'heure d'un facteur culturel qui explique aujourd'hui qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore accès à l'école. On parle également des filles. Quelle est cette situation de la déscolarisation des filles en Afrique? Merci Madame. La situation des filles est critique en raison de plusieurs facteurs. On peut nommer d'abord les normes socio-culturelles qui, dans nos communautés, favorisent l'éducation du garçon plutôt que de la fille. Il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'environnement scolaire, tels que les violences de genre en milieu scolaire, les grossesses précoces et le mariage des enfants qui continue à perdurer dans certaines de nos communautés. Donc la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre présente vraiment des inégalités en matière de scolarisation des filles. Et si nous voulons vraiment atteindre l'ODD 4, il est grand temps qu'on focalise sur la situation des filles pour leur permettre de faire la transition du primaire au secondaire, mais aussi toutes ces populations défavorisées et marginalisées dont M. Ongoïba vient de parler. Monsieur Al-Husseini, on parle d'atteindre l'ODD 4, donc relatif à l'éducation pour tous d'ici à l'horizon 2030, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à cette éducation de qualité pour tous en faisant fi de secteurs comme la santé? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui encore, à côté des filles qui n'ont pas accès à l'école, il y a des enfants en situation de handicap qui n'ont pas également accès à l'école. Merci bien, madame, pour l'occasion que vous nous donnez de parler d'une question aussi importante que l'éducation. C'est vrai que nous sommes en train de mettre en œuvre l'ODD 4, qui consacre l'éducation de qualité et bien entendu une éducation inclusive. Ce qu'il faudrait rappeler, déjà en 2000, ici même à Dakar, beaucoup d'engagements ont été pris par les différents acteurs,
nos pays particulièrement ont élaboré des politiques éducatives pouvant aller vers l'amélioration de la qualité de l'éducation. Si je prends le cas du Niger, mon pays, nous avons élaboré à l'époque un programme de développement, un programme décennal de développement de l'éducation qui, à l'horizon 2015, allait pousser pour une éducation pour tous et surtout de qualité. Mais à l'épreuve de fait, à l'évaluation, beaucoup reste encore à faire, malgré les investissements qui ont été faits. Maintenant, vous avez parlé du volet de l'éducation inclusive. Beaucoup de personnes en situation d'handicap ont été marginalisées et n'ont pas été pris en compte dans l'élaboration de ces politiques. C'est pourquoi, dans l'élaboration de l'agenda 2030, le volet inclusivité de l'éducation a été au centre de l'élaboration des politiques. Et nos pays sont en train d'aligner actuellement leurs politiques pour être en phase avec l'ODD 4. Il y a le volet alphabétisation aussi. Là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont également marginalisées. Il y a Donc ça ne concerne pas seulement que les enfants. Ça ne concerne pas que les enfants. Il y a des adultes aussi qui ont quitté l'école, qui ont besoin aussi d'être éduqués, d'apprendre à lire, à écrire pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, de manière à augmenter leur production, leurs activités génératrices de revenus. Il y a également les enfants déscolarisés qui ont quitté précocement l'école, qui aujourd'hui, à travers l'éducation non formelle, on peut aussi les récupérer et les réinvestir dans le système formel de l'éducation. Vous voyez que le défi, il est énorme. Et je crois qu'avec la vision de l'ODD 4, si tout le monde s'engage, nous pouvons, d'ici 2030, pousser vers une éducation de qualité et surtout vers une éducation pour tous dans nos pays. Voilà. Monsieur Dembélé, on parle de financement de l'éducation. Est-ce que ce financement concerne uniquement l'école publique ou est-ce que aussi ça concerne l'école privée? Comment est-ce que cela se passe? Il faut dire que pour nous, de la société civile, lorsque nous parlons de financement de l'éducation, nous considérons que c'est du domaine régalien de l'État. D'accord. Donc nous parlons de financement public de l'éducation. Et par ailleurs, nous avons des réserves par rapport au privé. Ce n'est pas toutes les formes d'éducation du privé que nous acceptons. Donc nous ne pouvons pas promouvoir de façon large comme ça un financement pour tous ces domaines. Par contre, l'éducation publique, c'est elle qui guide le reste et qui marque effectivement le saut de l'impact de l'éducation de qualité pour toute société. Et c'est pourquoi nous avons toujours plaidé que nos États, nos gouvernements puissent mettre le maximum. Qui finance cette éducation? L'éducation, d'où vient le budget, par exemple, de nos États? D'où viennent les recettes de l'État? D'où viennent les recettes de l'État? C'est nous, c'est les contribuables. En réalité, c'est là maintenant, lorsque nous n'avons pas la possibilité de mobiliser suffisamment de ressources nationales propres à nous, dans nos pays, nous faisons recours à des prêts ou encore à l'aide au développement. L'aide publique au développement qui vient d'ailleurs. Et ça pèse sur nous avec des conditionnalités. Et c'est pourquoi l'idéal, c'est toujours assurer soi-même au niveau national, au niveau local, domestique, le financement de l'éducation. Donc, Madame Akpo, si je comprends bien ce que veut dire Monsieur Dembélé, c'est que l'État est le premier bailleur donc, de l'éducation. Mais est-ce que ce financement venant uniquement de l'État est suffisant pour gérer l'éducation? Oui, cette question est au centre de ce pourquoi nous sommes ici. L'État finance majoritairement l'éducation par son budget. Mais comme M. Dembélé l'a évoqué, ces financements ne suffisent pas. Et c'est pour cela qu'on fait appel à l'aide publique au développement. Vous savez que dans le cadre de la réalisation de l'ODD 2030, il est prévu que 97% des ressources doivent provenir de nos États.
mais comment faire en sorte de mobiliser plus de ressources pour pouvoir financer cette éducation. C'est pour cela que la société civile s'engage et qu'elle demande à l'État de pouvoir élargir la taille du budget. Parce que quand vous avez un budget qui déjà n'est pas grand et qu'on alloue un pourcentage de ce budget à l'éducation, au final, le budget est réduit. Mais quand le budget total, l'État arrive à collecter des ressources suffisamment et que le budget est suffisant, la part allouée à l'éducation est aussi importante. Mais pour faire le lien avec la question sur l'éducation des filles, nous souhaitons que cette allocation budgétaire ne soit pas considérée de façon globale, mais qu'on aille dans les détails pour voir quelles sont les populations qui en ont le plus besoin et qu'on focalise sur celles-là. Parce que de 2000 à 2015, on a vu qu'il y a eu il y a eu un progrès important dans l'accès. Mais ce progrès-là n'a pas touché tout le monde. Il y a encore ces poches de population qui n'ont pas accès. Donc il faut focaliser sur les populations qui sont vulnérables ou marginalisées, dont les filles. D'accord, donc ici on parle du partenariat, Monsieur Ongaiba, donc du partenariat mondial pour l'éducation. Quel est l'intérêt d'un tel partenariat pour promouvoir une éducation de qualité pour tous? Merci beaucoup. Le partenariat mondial, c'est la voix de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Alors vous savez que, comme vient de le dire Madame Solange, par rapport aux objectifs de l'éducation pour tous, il y a eu des avancées significatives par rapport à l'accès. Mais tout de même, nous avons remarqué de plus en plus dans nombre de nos pays africains que c'est la qualité qui est en train d'en souffrir. Parce que nous souhaiterons, par rapport à la qualité des enseignements-apprentissages, sortir de ce créneau classique qui veut apprendre aux enfants le savoir lire, écrire, calculer, soit dans nos langues officielles ou dans nos langues nationales. Mais nous avons compris avec la globalisation, avec les contextes changeants, qu'il est très important et une impérieuse nécessité qu'à cette qualité tant souhaitée, que nous cherchions à ajouter dans nos curricula tout ce qu'il y a comme la culture de la citoyenneté, du civisme, de la civilité et du patriotisme et du nationalisme chez les citoyens d'aujourd'hui et les futurs citoyens qui sont les enfants d'autrui qui vont avoir à un certain moment la charge directive de nos différents pays. Et pour cela, il est très important de faire le lien, comme Madame vient de le dire, Monsieur le Président aussi l'a dit, par rapport à la réflexion pour détecter les éventuelles niches de financement pour évoluer vers un peu l'autonomisation du financement de nos différentes politiques éducatives. Chez nous, nous avons un adage qui dit que l'aide la plus noble et la plus utile est et sera toujours celle qui proviendra de nous-mêmes. Il est temps que nous sortions de ces conditionnalités liées au financement de nos différents systèmes éducatifs pour que nous voyions dans nos différents pays d'autres possibilités pour faire le lien avec le financement domestique de l'éducation, en lien avec tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, les ressources extractives. Oui, mais limite etc., ça, etc. on en parlera tout à l'heure. Merci Mais beaucoup. je voudrais simplement poser la question donc à Monsieur Al-Husseini, parce que pour ce sommet qui se tient donc à Dakar, on parle de 3 milliards de dollars pour financer l'éducation entre 2018 et 2020. Est-ce que ce sera suffisant? Merci bien, Madame. C'est vrai que nous sommes à Dakar pour pousser nos chefs d'État, nos gouvernants, les partenaires de l'éducation à investir dans le secteur de l'éducation. Le montant
souhaité, bien entendu, ne pourra pas certainement couvrir le besoin dans nos États, parce que l'argent qui sera mobilisé par le partenariat mondial permettra de financer le programme sectoriel des différents pays. Il va falloir que nos États prennent en charge, tel que nous l'avons défini dans nos constitutions, l'éducation est un droit. Et d'abord, c'est l'affaire de nos États. Ils doivent prendre en charge le financement de l'éducation des enfants de nos pays avant de demander l'aide extérieure. Moi, personnellement, je le souhaitais que certaines conditionnalités même puissent être posées à certains États, à ce que le pays qui n'arrive pas à mettre moins de 20% de l'éducation ne puisse pas bénéficier de l'aide extérieure. Cela va amener nos États, comme s'il va falloir mettre de la police derrière eux, excusez-moi de l'expression, parce que c'est ça. Vous allez voir dans des pays où des chefs d'État prennent l'engagement de mettre 20 à 25% du budget national à l'éducation. Mais à l'épreuve de fait, on constate qu'on se retrouve dans la fourchette de 10 à 15%, ou souvent même moins de 10%. Donc vous estimez que ce sont des chiffres fictifs? Ce n'est pas que c'est des chiffres fictifs, mais souvent, au niveau de la société civile, lorsque nous faisons l'évaluation et qu'on va vers le gouvernant, on nous dit « Ah, il y a certaines contingences qui n'ont pas été prévues, qui sont arrivées. » Je prends le cas du Mali, qui sont nos voisins, et du Niger, où il y a la question sécuritaire qui est là, qui à chaque fois, on assiste à des collectifs budgétaires qui diminuent le financement, qui diminuent des ressources allouées aux secteurs sociaux de base, dont l'éducation, la santé, l'hydraulique et autres, pour aller vers la sécurité. Nous sommes d'accord que la sécurité est une question de souveraineté, mais aussi pour amener les gens à éviter les armes, on doit aller vers l'instruction, vers l'éducation des citoyens, vers l'éducation de la population. C'est pourquoi nous disons que le meilleur moyen de financer l'éducation, c'est la mobilisation des ressources domestiques et ensuite aller vers l'aide extérieure pour combler le déficit de budget tel que prévu dans nos budgets au niveau de nos pays. Madame Akpo, vous partagez son point de vue? Tout à fait, tout à fait. En fait, dans le cadre d'action éducation 2030, qui a été signé à Incheon, tous nos pays se sont engagés à financer entre 4 et 6% du PIB à l'éducation, ou alors 15 à 20% de leurs dépenses publiques totales. Mais nous, en tant que société civile, nous disons que vu les besoins criards que nous avons dans nos pays, il faudrait que ce financement soit au moins à 20%. Parce que même, pour citer le cas du Sénégal, qui donne jusqu'à 24%, 25,48% précisément. Merci. Il y a encore des besoins qui ne sont pas couverts. Donc, c'est qu'au minimum, les 20% doivent être atteints par nos pays s'ils veulent vraiment financer l'éducation de base. Comment le faire? L'Afrique n'est pas pauvre. Nous avons une diversité de ressources minérales, naturelles, qui, si elles sont bien utilisées, si les taxes sont bien collectées, si les compagnies qui sont dans nos pays, les compagnies extractives, payent leurs taxes, nos pays disposeront de moyens pour financer de façon souveraine l'éducation de leurs enfants. Donc, il est important de commencer à réfléchir à ces questions pour que, ensemble, nos pays puissent lutter contre la corruption, qui est aussi un frein au financement de l'éducation, et que les taxes puissent être mieux collectées pour financer les secteurs régaliens, comme l'éducation. Voilà donc Madame Akpo, on parle ici de financement domestique, donc ce qui veut dire qu'on est au cœur de ce débat, un focus donc sur l'éducation. Avant de poursuivre ce débat, je vais vous proposer une courte page de publicité.
L'éducation est un droit humain fondamental qui permet aux enfants et autres apprenants de développer leur plein potentiel en tant qu'êtres humains et participer de manière inclusive à l'émergence de leur société, pays et de leur continent, l'Afrique. Cependant, des millions d'enfants ne vont pas à l'école ou l'ont tout simplement abandonné pour plusieurs raisons. Pauvreté, conflits, handicap, discrimination basée sur le genre, environnement scolaire et ou système éducatif non adapté entre autres. Présent dans 37 pays en Afrique, le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous, ANCEFA, s'est ainsi fixé comme objectif de promouvoir et renforcer les capacités de la société civile africaine en matière de plaidoyer et de campagne pour un accès à une éducation inclusive, équitable, de qualité et gratuite pour tous. Pour l'accroissement du financement d'une éducation disponible, équitable, gratuite, accessible, acceptable, adaptable et publique, agissons ensemble et maintenant. Voilà donc de retour sur ce plateau, un focus consacré à l'éducation. Je rappelle que je suis avec M. Samuel Dembélé. Il est le président du conseil d'administration d'ANCEFA. On est aussi avec Mme Solange Akpo. Elle est la responsable renforcement de capacité à ANCEFA. M. Mohamedou Ongoïba, il est le coordonnateur national de la coalition éducation pour tous du Mali. Et nous sommes également avec M. Ilyas Al-Husseini, secrétaire général ASSO EPT du Niger. Donc je me tourne vers vous, M. Dembélé. Tout de suite, donc, avant le spot, Mme Akpo a parlé de financement domestique. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ne savent pas ce qu'est le financement domestique, est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer? Bien, merci. Nous allons avoir l'occasion une fois de plus de préciser ce que nous appelons financement domestique. Il s'agit en effet d'un financement qui provient entièrement de nos ressources propres, les ressources de nos pays. Madame Akpo l'a dit tout à l'heure, les ressources minières, même les taxes qu'il y a par-ci par-là, les compagnies d'extraction minière qui doivent reverser justement des taxes à nos pays, l'ensemble aussi des contributions des contribuables dans le pays. C'est cet ensemble-là qui constitue ce qu'on appelle le financement domestique. Ça veut dire des ressources qui ne viennent de nulle part ailleurs que de chez nous-mêmes. Alors donc, si nous disons qu'il faut que l'éducation soit financée de façon domestique, c'est pour avoir notre autonomie de gestion de l'éducation et l'orienter comme nous voulons. Parce que vous le savez, quand vous prenez des emprunts ou bien quand l'aide extérieure est sollicitée, il y a des conditions. Et ces conditions sont telles qu'elles peuvent ne même pas répondre aux problèmes que vous voulez résoudre dans le domaine de l'éducation. Et vous êtes obligé de dépenser de l'argent qui n'est pas destiné à vos besoins, à vos aspirations fondamentales. Et donc, ça devient de la perte. C'est un gaspillage. Et si vous regardez nos pays, c'est bien que vous ayez parlé effectivement de l'aspect des pourcentages attribués, même si on attribue 20%, 25% de nos budgets. Et ce n'est pas aller dans le bon sens comme nous le voulons. Et ça sera de l'argent perdu. Et on va être obligé de recommencer chaque année. Et c'est pourquoi il faut, en plus du fait que nous attribuons un pourcentage important à l'éducation, moins 20%, il faut insister sur la bonne gestion et la bonne orientation, la bonne gouvernance interne, pour que cet argent qui est mobilisé pour financer l'éducation puisse aller dans les écoles, dans les lieux où on a besoin, pour répondre effectivement aux besoins éducatifs de nos pays. C'est ça l'enjeu de cet appel à faire en sorte que l'éducation soit entièrement financée de façon locale. Et en même temps, aussi, vos programmes, vous pouvez les confectionner comme vous voulez, adapter l'éducation aux réalités de votre pays et
au projet que vous voulez donner à votre société, le type de projet de société que vous voulez, le type d'homme que vous voulez. Vos langues nationales, vous pouvez les exploiter aussi en fonction de ce que vous voulez que votre société soit. Voilà donc l'enjeu pour nous, c'est une autonomie en réalité et dans la durée. D'accord. D'accord. Monsieur Ongoiba, on a parlé tout de suite donc d'une certaine incohérence entre le pourcentage annoncé, comme quoi c'est ce pourcentage-là qui est attribué à l'éducation, et le pourcentage réel. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire dans un futur donc pour pouvoir contrôler quel pourcentage va réellement aux écoles, à l'éducation de manière générale? Merci beaucoup. Je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs par rapport à cette question ou cette problématique cruciale en lien avec le financement de l'éducation, tout ce qu'il y a comme gestion, gouvernance, l'efficacité, l'efficience, la traçabilité, une priorisation objective du moins des besoins éducatifs. C'est vrai, en tant qu'organisation de la société civile, pour l'éducation pour tous, en prenant le cas du Mali, nous avons mis en place ce que nous appelons le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen qui nous permet, parallèlement à tout ce qui est fait comme analyse et suivi de l'élaboration, de l'exécution du budget par l'État, qui est le responsable de ce domaine. Madame Solange l'a évoqué en faisant le lien avec le rôle régalien de l'État dans ce domaine. Mais en tant qu'organisation de la société civile, nous avons besoin de jeter un regard critique sur ce que l'État nous rapporte par rapport au prévisionnel et à ce qui a été exécuté. Mais à un certain moment, nous constatons que si on prend par exemple le document de loi des finances, en termes prévisionnels, si l'État a prévu dans les lois des finances d'octroyer par exemple 10 millions, c'est un exemple que je prends comme ça, au secteur de l'éducation, on va se rendre compte en termes de ce qui a été mobilisé effectivement et de ce qui a été investi dans le secteur de l'éducation, ça ne vaut pas ces 10 millions. Et c'est là que nous faisons les parallèles et on dépose le bilan auprès de l'État pour chercher à comprendre quelles ont été les raisons qui ont impulsé ce gap entre le prévisionnel et ce qui a été exécuté. Voilà. Monsieur Al-Husseini, ici quand on parle de cet argent-là que l'État consacre par exemple à l'éducation, on a souvent tendance à penser seulement aux enfants. Mais est-ce que cette question des infrastructures et aussi des enseignants est impliquée? C'est ça toute la problématique. Nos gouvernants, dans l'élaboration des lois de finances, font le calcul de manière globale. Quel investissement j'ai fait dans le secteur de l'éducation? Nous avons le volet infrastructure. Nous avons le volet enseignant, notamment le paiement des charges salariales des enseignants. Nous avons le volet formation initiale, continue, et même l'encadrement pédagogique, je viens de dire continu, des enseignants. Tous ces aspects constituent les charges de l'État en matière de l'éducation. Maintenant, l'État dit, je vais mettre 25% de mon budget au secteur de l'éducation, dans le préscolaire, dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur, la formation professionnelle, et bien entendu, il y a l'alphabétisation qui est greffée à l'enseignement primaire. Donc c'est l'ensemble de ces secteurs que l'État dit, ou qu'à l'ODD 4, nous avons dit que nos États puissent au moins aller jusqu'à 20% du budget à l'éducation. Je l'ai dit tantôt, chez moi, le Niger, le président a prévu de mettre 25% du budget de son premier discours d'investiture. Nous avons salué à son temps l'engagement fort que le président avait annoncé. Au niveau des organisations de la société civile, très vite, comme nous le faisons, avant nous nous sommes encore organisés dans ce que nous appelons un espace citoyen de contrôle.
Donc chaque année, pendant les sessions budgétaires qui commencent dans le mois d'octobre, nous organisons des sessions budgétaires pour analyser le budget de l'éducation. Réellement, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Nous essayons de faire une comparaison, bien entendu, avec le budget de l'année antérieure pour voir réellement sur ce qu'ils ont prévu, combien ça a été dépensé et comment ça a été dépensé. Parce que souvent, c'est aussi ça le problème. Vous pouvez prévoir 25%, au finish, mettre 10% en termes d'exécution. Mais même les 10% souvent ne vont pas là où il le faut. Vous voyez tout le problème. C'est ça que la société civile essaie de s'organiser pour suivre la mise en œuvre du budget réel exécuté. Avec le processus de la décentralisation dans nos pays, nous essayons de mettre au niveau de chaque région, au niveau de chaque département, des comités de suivi budgétaire. Nous formons les acteurs de la société civile pour aller suivre ce qui se passe. Nous formons également les gens sur les questions, comme j'ai dit, suivi budgétaire, pour qu'au niveau également des communes, qu'on puisse suivre combien les mairies ont prévu, combien ils ont mis, dans ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qui va réellement et quel est le gap. Vous voyez, c'est ça le travail aujourd'hui qu'en tant que coalition dans nos pays, nous sommes en train de faire. Et en CFA, au niveau africain, nous sommes très organisés, le président l'a dit, nous rendons compte au niveau national, au niveau régional, et on essaie de faire une situation globale au niveau africain. Et au cours de rencontres comme celle-ci, où il y a nos ministres en charge de l'éducation qui sont là, il y a nos présidents, nous leur disons, comparativement à ce que vous avez prévu de mettre dans le secteur de l'éducation, voilà ce que vous avez mis dans tel pays, et voilà réellement où est-ce qu'est parti l'argent, et voilà ce que nous souhaitons que dans l'avenir, qu'on puisse faire pour que l'éducation puisse véritablement être financée par nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos populations, avant d'aller chercher l'aide extérieure qui, le président du conseil d'administration de ANCEFA, M. Samuel l'a dit, qui vient souvent avec des conditionnalités. Pour dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons. Alors que réellement, ce n'est pas le souci, ce n'est pas le besoin réel en matière d'éducation dans nos pays. Tout à fait. Voilà un peu ce que je voudrais dire à ce niveau. D'accord. Donc nous avons été également voir M. Chermbo, il est le coordonnateur de la COSYDEP, coordonnateur national donc, de la COSYDEP ici au Sénégal. Il s'est lui aussi prononcé sur la question du financement domestique de l'éducation. Voyons ce qu'il nous propose. Renforcer le financement domestique est un enjeu capital sans lequel on ne peut pas faire face à ces défis ou relever ces défis. Or, nous savons qu'en Afrique, nous avons suffisamment de niches qui puissent nous permettre aujourd'hui de financer correctement et de manière durable nos systèmes d'éducation et de formation. Tout ce qui est lié aux impôts, aux taxes, aux flux financiers illicites, je pense que si nous adressons ces questions, mais aussi réfléchir sur des stratégies de financement innovants, comment faire à partir de la mobilisation des peuples, qu'on puisse financer autrement le système d'éducation et de formation. Nous pensons que ça, si nous le faisons, évidemment que nous aurons les moyens d'être suffisamment autonomes dans le financement de l'éducation. Voilà donc, c'était M. Chermbo, coordonnateur national de la COSYDEP. L'Afrique finance l'Afrique, je pense que c'est le slogan qu'a choisi ANCEFA, justement pour cette troisième rencontre de reconstruction, n'est-ce pas? Tout à fait. Chermbo, au regard de ce que nous avons, confirme notre volonté, effectivement, de faire en sorte que l'Afrique finance l'Afrique. Alors, comme il l'a dit, il souligné, et nous l'avons dit ici, il n'y a que le financement domestique qui puisse nous permettre, dans la durée, de régler les problèmes les plus importants de l'éducation dans nos pays. Mais il faut aussi savoir qu'il ne suffit pas
pour nos États de décider. Il faut pouvoir. Il faut avoir la capacité de financer. Et donc, ça veut dire que c'est un combat. C'est un appel, donc, à lutter pour avoir, au niveau de nos pays, les ressources nécessaires. C'est-à-dire, éviter qu'on puisse gaspiller et faire en sorte qu'on puisse prospecter ce qui n'existe pas, ou qui existe et qui n'est pas encore opérationnel, comme nos ressources naturelles. Dieu seul sait combien nos pays sont riches et attirent justement, en tout cas, bon nombre, je ne vais pas utiliser un terme malsain, en tout cas, de gens qui convoitent nos recherches et qui viennent d'ailleurs. Et la preuve que nous avons les moyens naturels nécessaires. Maintenant, il faut avoir les compétences dans nos ressources humaines, l'organisation et la volonté politique d'aller véritablement chercher ce qui est déjà là et encore inexploité pour pouvoir financer efficacement l'éducation. Et c'est à ce message que nous passons à nos chefs d'État. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons aussi éviter ceux qui nous forcent à aller dans un sens où nous n'allons pas être autonomes par nous-mêmes. Nous pouvons le faire quand nous décidons. Et l'éducation est la voie pour cela aussi. Et c'est pourquoi on ne doit pas dire, par exemple, que les enseignants sont trop chers, les salaires sont trop, donc il faut rabattre. Si on rabat, on fuit le problème et on ne le résout pas. Ça veut dire qu'il va se repositionner devant de façon plus dramatique pour nous dans le futur. Et vous voyez pourquoi on dit le niveau de l'éducation diminue, ceci, cela. Dans tous les pays africains, on dit le niveau baisse. Les enseignants, on commence maintenant à dire qu'il faut les évaluer. Un État qui recrute ses enseignants et qui dit maintenant il faut les évaluer. Comme si c'est parce qu'ils sont venus là-bas qu'ils ont commencé à baisser. Non, il faut voir le problème en face. C'est justement ces contingentements-là qu'il faut arrêter et pouvoir véritablement faire face par nous-mêmes à nos problèmes pour pouvoir nous en sortir. Donc, je reviens sur cet enjeu-là, un enjeu d'autonomie, un enjeu de construction et un enjeu d'envol pour pouvoir échapper désormais à la mainmise sur nos propres ressources et à nous réduire au rôle d'aider. Il y a un proverbe qui nous dit que quand tu ne peux pas affronter ton voleur et il vient ramasser tes bagages, peut-être qu'il faut l'aider à ramasser. Comme ça, il va te laisser des miettes. Donc, mais c'est ce que, justement, on est en train de se laisser faire et c'est ce que nous voulons qu'on arrête. Il faut trouver des moyens d'affronter le voleur. Voilà, en se préparant mieux. Tout à fait. Madame Akpo, on parle bien sûr de l'Afrique, finance l'Afrique. On sait que vous autres acteurs de la société civile, vous semblez être d'accord sur les stratégies à adopter pour atteindre un tel objectif. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit une jonction des forces entre les gouvernements, les acteurs de la société civile, mais aussi les peuples? Effectivement, vous avez tout dit en fait. Un seul État ne peut pas le faire. Une seule société civile nationale ne peut pas le faire non plus. C'est pour cela, et nos États déjà l'ont compris au niveau de l'Union africaine, il y a eu une recommandation pour que les États luttent contre la fuite illicite des capitaux et la corruption. Et pour dire que nos États, il est estimé que chaque année, ils perdent 50 milliards de dollars dus à l'évasion fiscale et aux exemptions de toutes sortes. Imaginez que si cet argent était disponible, il serait réinvesti dans les secteurs sociaux clés, l'éducation, la santé, l'agriculture, qui peuvent nous faire avancer vers le développement durable. Et comme vous l'avez dit, il faut une jonction des forces. Il faut la société civile du Sud, il faut qu'on soit unis, mais il faut aussi qu'on fasse le lien avec la société civile du Nord, dans ces pays où les compagnies qui travaillent chez nous rapatrient les richesses. Parce que ils ne sont pas basés, ce n'est pas des compagnies nationales des pays de l'Afrique, mais des pays du Nord. Comment faire en sorte qu'on joigne nos forces pour qu'en même temps que nous réclamions plus de nos États ici, que la même chose soit réclamée des compagnies de l'autre côté de l'Atlantique. Donc,
c'est de dire qu'il faut une jonction des forces et il faut aussi une réforme fiscale dans la plupart de nos pays. Il faut un renforcement des administrations qui gèrent la collecte des ressources pour que nous puissions véritablement augmenter l'assiette fiscale, augmenter les budgets de l'État, sans peser sur les populations les plus pauvres. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la TVA. C'est très facile parce que tout le monde paie. Mais quand on augmente la TVA, ce sont les plus pauvres qui sont plus touchés, alors que les compagnies qui font beaucoup de bénéfices ne sont pas touchées. Donc il faut qu'on ait un espace de dialogue aussi pour pouvoir le faire. Qu'on comprenne que nous avons tous les mêmes intérêts. C'est le développement de l'Afrique, c'est le développement de l'éducation pour la réalisation du plein potentiel des citoyens africains. Voilà, Monsieur Al-Husseini, depuis tout à l'heure, je vous vois prendre des notes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que Mme Akpo a dit? Merci bien. Vous savez, l'Afrique finance l'Afrique. Moi, je suis un partisan de cela. Je suis convaincu que je vais d'abord m'appesantir sur le cas du Niger, un pays qui a l'uranium, qui fait partie des plus grands producteurs au niveau mondial. Nous avons l'or. Depuis 5-6 ans, nous avons le pétrole. Nous avons les compagnies de téléphonie cellulaire qui sont installées dans nos pays. À tout cela s'ajoute également, comme on dit, le cuivre et les autres ressources minières qui sont dans nos pays. Nos gouvernants donnent beaucoup d'exonérations à ces compagnies multinationales qui ramènent le capital vers leur pays. Madame Solange l'a dit, ce n'est pas des sociétés de nos pays. Ils sont venus à la recherche du gain. Ils le prennent, ils le réparent. Et nos pays les accompagnent avec des exonérations où on parle plus de 50 milliards de fuites de capitaux dans nos pays africains. Vous pensez, madame, avec plus de 50 millions de dollars, l'Afrique ne peut pas financer son éducation? Absolument. Nous pouvons le faire. Il suffit d'un engagement politique de nos États. Il suffit qu'au niveau de l'Union africaine, que nos États puissent dire non, nous n'allons plus exonérer les compagnies multinationales qui viennent dans nos pays. Ils vont venir, même si nous les imposons des taxes, ils vont venir. Je prends le cas de la France. Quand vous partez en France, les ampoules de la France, c'est l'uranium du Niger. Ils ne peuvent pas s'en passer de ça. Ils sont obligés de venir, on les taxe et on utilise ces ressources pour financer les secteurs sociaux de base, dont l'éducation, et on leur dit, gardez l'aide que vous nous donnez pour financer l'éducation, parce qu'avec nos ressources, nous pouvons le faire. Et maintenant, la société civile, vous l'avez dit lorsque vous avez introduit, nous allons accompagner l'État. L'État doit comprendre que nous ne sommes pas ses ennemis. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là pour accompagner l'État. Nous sommes là pour accompagner les politiques de nos États. Ensemble, société civile, État, nous pouvons amener les multinationales à payer les taxes, à cesser de venir prendre nos ressources et aller dans les États et nous jeter des miettes à travers l'aide. Comme ils le disent, l'aide à, donnez-moi le mot, l'aide publique au développement. Nous pouvons le faire. Engageons-nous ensemble et nous allons financer l'éducation et on arrivera à l'expression l'Afrique finance l'Afrique. Et nous pouvons même aller au-delà pour s'entraider entre pays. Aujourd'hui, vous prenez le cas de la question sécuritaire qui sévit dans le Sahel. Nos États, ils s'entraident. Vous voyez l'armée tchadienne qui quitte N'Djamena pour venir vers le Cameroun, le Mali, le Niger pour aider. Donc, si aujourd'hui le Niger ou le Mali arrivent à mobiliser suffisamment de ressources grâce à ces ressources minières, nous pouvons entraider les autres pays à financer les secteurs sociaux de base
dans l'éducation. Je l'ai dit, moi je suis un partisan de ça, je suis convaincu, je pense que nous pouvons, il suffit de s'engager et on arrivera. Est-ce que cet engagement n'est pas aujourd'hui ressenti par la communauté internationale, parce que c'est la première fois qu'un pays africain accueille une telle rencontre? La première, c'était à Copenhague, la deuxième à Bruxelles, maintenant à Dakar. Est-ce que cette communauté internationale ne sent pas aujourd'hui que l'Afrique est prête à aller elle-même financer son éducation? Merci beaucoup, madame. Vous savez qu'on n'est ni servi que de soi, pour soi et par soi. Nous sommes tellement convaincus de ce positionnement qu'il constitue ce positionnement aujourd'hui un de nos leviers essentiels en tant qu'acteur de la société civile. Je ne vais pas répéter les uns et les autres. Je pense bien que les aspects essentiels liés à aller aujourd'hui dans ce sens pour nous, États africains et acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de l'éducation, n'est plus à démontrer. Mais tout de même, je rappelle que l'éducation est tellement importante que pour des pays en voie de développement, de façon générale, mais surtout aussi pour des pays en situation de conflit, comme le Mali, la RDC, et même souvent une partie du Niger et du Burkina aussi, qui sont souvent affectés, qu'il est bon de mettre l'accent sur une éducation inclusive et de qualité. Parce que c'est ce qui va amener à rendre plus justice aux différents citoyens de ces pays, à protéger les enfants contre des situations d'enrôlement qui peuvent être des individus marginalisés, aigris, agressifs et même apatrides de demain. Mais aussi que les différents multinationaux, sinon même les bailleurs, etc., sont convaincus aujourd'hui que les acteurs de l'éducation, nous, en tant qu'organisation de la société civile, réunis à travers, par exemple, ANCEFA et autres réseaux, que nous sommes convaincus d'aller aujourd'hui pour échapper au diktat de l'Occident, faire face à nos propres besoins de développement, à la vision que nous voulons faire de nos différents citoyens. Parce que nous sommes des pays en voie de développement et on ne va jamais se développer sans des ressources humaines de qualité. Voilà ce que je voulais apporter. Un message rapidement, M. Dambale, pour terminer. C'est un message d'appel à adhérer au niveau surtout de nos États à cette volonté. En tout cas, si on veut que l'éducation soit effectivement le socle de notre développement, œuvrer à financer l'éducation de façon domestique, donc à renforcer la gouvernance, la démocratie et à éviter ce qui nous amène à abandonner nos projets les plus importants, c'est-à-dire les conflits futiles qui ne profitent qu'à ceux qui veulent venir nous prendre nos richesses. Et souvent même qui sont créés par eux. Et donc, si nous le savons, si nous en sommes conscients et nous sommes engagés vers la nouvelle voie, je crois que nous pouvons y arriver. Et c'est cet appel que je lance. Merci beaucoup. Madame Akpo, le dernier mot? Oui, je voudrais lancer un appel à tous nos États d'accompagner l'effort de mobilisation du partenariat mondial pour l'éducation en allouant au minimum 20% de leurs dépenses publiques totales à l'éducation. L'argent mobilisé par le partenariat mondial pour l'éducation finance majoritairement les pays africains. Donc, il est nécessaire que nous nous engagions tous pour que l'objectif des 3 milliards fixés puisse être atteint. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Monsieur Al-Husseini, pour terminer. Dernier mot, vous l'avez dit, après Copenhague, Bruxelles, l'Afrique. Tout à fait. C'est un message fort que le partenariat mondial a donné à l'Afrique. Un message fort qui dit que
vous devrez d'abord financer l'éducation dans vos pays. Vous devrez investir au moins 20% de votre budget au secteur de l'éducation. L'appel que je lance à nos chefs d'État, qu'ils puissent prendre la dimension de ce message fort du partenariat mondial pour qu'ils puissent s'engager afin que l'aide qui viendra puisse seulement combler le déficit de budget dans nos pays. En ce moment, nous pouvons orienter notre système éducatif et en ce moment-là, nous pouvons créer fort l'Afrique, finance l'Afrique. Voilà le message que je voudrais lancer à l'endroit de nos chefs d'État. Voilà, M. Ongoïba, le mot de la fin. Je pense bien que les besoins sont assez clairs. Le repositionnement se réaffirme aussi pour ne pas être excessif. Nous avons toujours bénéficié de l'appui extérieur, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a l'impérieuse nécessité de montrer sur le plan international que nous avons une ambition très claire par rapport à nos systèmes éducatifs et que nous sommes capables de contribuer à nos différents projets éducatifs. Mais nous sommes très ouverts aussi à recevoir ou à bénéficier aussi de l'appui extérieur. Parfait. Merci. Parfait. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce focus qui était consacré à la problématique de l'éducation en Afrique. Donc, je rappelle que nous étions avec M. Samuel Dambalé. Il est le président du conseil d'administration d'Ancefa, avec Madame également Solange Akpo, responsable renforcement capacité d'Ancefa. M. Mahamadou Ongoïba, coordonnateur national coalition éducation pour tous du Mali. Et enfin, nous étions avec M. Ilyas Alou Seini, il est le secrétaire général ASSO EPT du Niger. Je vous remercie d'avoir suivi ce débat et vous donne rendez-vous très vite sur la RTS2. À très bientôt.